Moi, sur mon œuf, il y aura marqué Antoine. Bonjour Charline Vanhoenacker. Bonjour Antoine Decaune. Est-ce que vous vous souvenez de la vraie vie Adeline Dieudonné. C'était il y a longtemps. Mais oui, bien sûr. Oui, ben voilà. Mais oui. On publie un nouveau qui s'intitule Kérosène. Ça, c'est une bonne nouvelle. Embrassez-la de ma part. Je peux vous dire, ça dépote. Vous n'allez pas être déçus. J'en doute Restez pas un avec instant. nous. On vient d'entendre les 4 pop, ça veut dire qu'il est 17h sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. La longue journée de Jean Castex au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron. Un discours à l'Assemblée nationale ce matin où il a été chahuté par les partis de l'opposition qui dénoncent un gouvernement agissant en solitaire. Et puis un autre au Sénat cet après-midi où il était aussi attendu de pied ferme. Alors le Premier ministre a détaillé l'ensemble des nouvelles mesures de restriction. Il a apporté aussi des précisions, notamment sur les rassemblements festifs. Les contrôles vont être renforcés, les quais de certaines villes interdites et la consommation d'alcool sur la voie publique également. Sur la question de l'école, fermeture de classe, distanciel, vacances, garde, Jean Castex a aussi apporté des précisions, Alexis Morel. Et d'abord, une question que beaucoup de parents se posent. Qu'en sera-t-il des centres de loisirs pendant les vacances ? Eh bien, le Premier ministre confirme que les activités périscolaires et extrascolaires seront elles aussi suspendues. Pas de centres de loisirs donc en tant que tel. Mais son ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, veut quand même entamer des négociations avec les mairies pour permettre quelques activités de plein air pendant ces vacances, car il va falloir occuper les enfants, les adolescents. Les cantines vont fermer, bien sûr, mais le gouvernement promet un dispositif d'aide et d'accompagnement pour les familles les plus modestes. Des précisions aussi sur les concours et les examens. Les concours prévus ces 4 prochaines semaines sont bien maintenus. En revanche, les examens, par exemple les partiels à la fac qui ne peuvent pas se faire à distance, sont eux reportés en mai. Concernant les épreuves du baccalauréat en juin, l'objectif est bien de les maintenir selon le ministre de l'Éducation, alors que les syndicats enseignants demandent l'annulation du grand oral, par exemple. Et sur la réouverture des lieux de culture en mai, Jean Castex a renvoyé à plus tard. Idem pour les élections régionales en juin, mais pour l'instant, à ce stade, pour lui, pas de raison de les reporter à nouveau. Une chose est sûre, la fermeture des classes demain ou samedi pour certains et l'avancée des vacances scolaires de Pâques pour tous est depuis hier devenue un casse-tête pour les parents. Une confirmation, on pourra emmener et venir chercher ses enfants pendant le confinement quand ils auront été confiés à un proche. Certains ont décidé d'ailleurs, comme au premier confinement, de ne pas rester en ville et notamment à Paris. Ainsi, Alix, rencontré par Manon Ferrer, gare Montparnasse aujourd'hui, 38 ans, 2 enfants et sitôt le discours d'Emmanuel Macron. 3 billets réservés pour Hendaye. C'est là-bas qu'elle va passer les 3 prochaines semaines. Et avec mes 2 enfants de bientôt 9 ans et bientôt 6 ans, on va partir de Paris là, parce qu'il n'y a pas d'école et donc on va essayer de profiter un peu des vacances, parce qu'on a fait le confinement 1 à Paris et qu'on ne recommencera pas. Trop dur pour tout le monde. Le prochain confinement, c'est à Hendaye. Exactement. Il y a moins d'écoles. Donc après, avec les grands-parents qui pourront un peu s'occuper des enfants, nous, on pourra travailler. Les enfants, ils pourront sortir dehors. Ce sera plus serein et puis plus calme pour tout le monde. Donc j'essaye de prendre ça avec philosophie. Mais on en a marre. Donc vaccinez-nous, quoi. Allez-y. Dépêchez-vous. Les nouvelles mesures de restriction annoncées hier soir n'auront pas d'impact sur les prévisions de croissance de la France. Selon la Banque de France aujourd'hui, elle reste à 5,5% pour cette année. Mais ces chiffres ne valent que si les mesures ne sont pas prolongées au-delà du mois de mai, dit la Banque de France. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, assure elle que l'État continuera à rembourser aux entreprises les salaires à leurs salariés en chômage partiel jusqu'au 30 avril, à 100% pour les secteurs les plus sinistrés de façon durable et à 85% pour les autres. Au total, ce sont 1 million de salariés supplémentaires qui vont se retrouver en activité partielle, soit un coût de 600 millions d'euros. Dans le reste de l'actualité, elle a violé le secret d'État en Birmanie. Aung San Suu Kyi est désormais poursuivie pour cette seule charge pour laquelle elle risque jusqu'à 14 ans de prison. L'ancienne dirigeante birmane a comparu aujourd'hui par visioconférence devant un tribunal. La junte au pouvoir depuis le 1er février dernier à la faveur d'un coup d'État n'a pas commenté les poursuites. En revanche, elle a ordonné aujourd'hui aux fournisseurs d'Internet de couper les réseaux sans fil jusqu'à nouvel ordre. Des suppressions de postes à venir chez SFR. Les syndicats donnent aujourd'hui le chiffre de 2000, la direction de 1700 sous forme de départ volontaire. Le plan stratégique de SFR vise à conforter sa place de 2e opérateur télécom en France d'ici 2025. Les ours se plaisent bien dans les Pyrénées. Selon le rapport du réseau Ours Brun aujourd'hui, la population continue de progresser. On en compte 64, dont 16 oursons, un record. Malgré ces chiffres, les associations de défense de l'ours assurent que ce n'est pas encore une population viable.
statut qui ne peut être atteint qu'avec 50 ours participant à la reproduction et avec une bonne diversité génétique. Les ONG notent aussi que les ours font moins de dégâts, 369 attaques de bétail l'an dernier, c'est presque 2 fois moins qu'en 2019. On parlait tout à l'heure des mesures annoncées par Emmanuel Macron en raison de la flambée des contaminations. Une des conséquences au niveau sportif, c'est la décision prise aujourd'hui de reporter la course cycliste Paris-Roubaix. Elle devait avoir lieu le 11 avril prochain. Les organisateurs de la Reine des Classiques renvoient à l'automne. Jérôme Cadet. Jusqu'au bout, ASO, Amaury Sport Organisation, a tenté de sauver la Reine des Classiques. Objectif, convaincre les autorités de maintenir la course comme cela se passe en Belgique où les classiques cyclistes se déroulent. Les spectateurs y restent chez eux et respectent le huis clos. Les organisateurs se sont rendus en Belgique et dans le Nord à de nombreuses reprises. Ils ont même proposé de modifier le parcours, soutenu par les élus locaux. Mais rien n'y a fait. Le préfet du Nord, défavorable à la tenue de l'épreuve, a obtenu gain de cause. Pas question pour lui de prendre le moindre risque de contamination dans un contexte de flambée des cas de Covid. La course est donc reportée au dimanche 3 octobre. La course des femmes, la première de l'histoire, elle aura lieu la veille, le 2, en espérant que la situation sanitaire le permette. L'an dernier, la course, décalée à l'automne, avait finalement été annulée. Jérôme Cadet, 17h06 sur Inter. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. Demain soir, le concert a lieu chez vous. Rebecca Manzoni. Eddie de Pretto jouera pour la première fois son nouvel album À tous les bâtards. Quand j'étais gars trop moche, chantant sur bateau mouche. Et le nouveau phénomène soul anglais, Arlo Parks. Eddie de Pretto, Arlo Parks, c'est demain soir à partir de 20h. France Inter, une scène pour les artistes. Et vous, ça vous dirait quelques millions? Ce samedi, jackpot loto de Pâques de 10 millions d'euros minimum. Et les gains de l'option second tirage sont multipliés par 3, voire règlement. FDJ, jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Lire et écrire, c'est essentiel. Mais écrire Jean-Claude sur un œuf en chocolat, c'est carrément indispensable. À Pâques, les magasins Jeff de Bruges sont ouverts et on peut faire inscrire gratuitement son prénom sur un délicieux œuf en chocolat. Jeff de Bruges, à partir de 11,80 € l'œuf de Pâques personnalisé. Retrouvez le plaisir, c'est essentiel. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, bougez plus. Vous redoutez le nouveau confinement. Écoutez par Jupiter, demain vous en rirez sûrement. Oh, c'est joli. Vous en rirez sûrement. Oh, c'est joli, Laetitia Gaillet. Ouais. Les amis. Ah non, mais il faut le dire quand il y a un effort de fait, on le dit. C'est vrai, on le salue. Merci beaucoup, Laetitia. Je vous dis à demain. Bien. 9h dans le théâtre occupé de Par Jupiter. On les a bien eu à la direction. Là, j'avoue, faire croire qu'on invitait Dieudonné dans l'émission. Ah, la tête de Laurence Bloch. Charline, rassurez-moi, c'est bien Adeline Dieudonné dont il s'agit. Bah non, Laurence, c'est Dieudonné, pourquoi? Le meilleur poisson d'avril ever, quoi. Et tu sais qu'au départ, on n'a pas fait exprès. En fait, dans la liste des invités, on a l'habitude de juste mettre le nom de famille. En fait. Ah d'accord, donc la direction, elle a vraiment cru que c'était Dieudonné. Ouais. Et tu leur as laissé croire. Grave, mais comme on n'est pas à la maison de la radio, en plus, ils peuvent pas venir nous engueuler, on est tranquille. Salut les amis. Salut Juju. C'était hyper compliqué, mais j'ai réussi à avoir Dieudonné comme vous m'aviez demandé. Oui, non, mais c'est chaud, à cause du temps qui passe devant la justice. Attends, comment ça, il? Bah, oui, il vient tout seul. Tu croyais quoi, qu'il allait venir avec Elise Moon? Non, mais attends, mais Juju, mais qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, moi j'ai poireauté devant chez son avocat et hop, j'ai sauté dessus pour l'inviter. Mais non. Enfin, non, mais d'ailleurs, vous pourriez être plus explicite. Vous notez que les noms de famille sur la liste. Mais moi, j'aurais pu bourrer. J'aurais pu inviter la romancière Adeline Dieudonné. Oh là là, bah oui, on aurait été dans la merde, Charline? Adeline Dieudonné, c'est bien simple, j'aurais mis mon veto, je crois. Charline? Combien j'ai de doigts? Mais Juliette, enfin, mais t'as foiré. Comment on va s'en sortir, là? Eh ben, on va s'en sortir. Poisson d'avril! Oh là là, ouf. Mais en fait, vous me prenez vraiment pour une buse. Mais non, mais... C'est bien Adeline la romancière qui vient, alors? Mais oui, ça va être top. J'ai lu son bouquin, elle est folle alliée, parfait. Mais Guillaume, pourquoi est-ce que t'as dit que t'aurais mis ton veto, alors? Non, mais c'était de l'ironie, c'est rapport à la confusion avec Dieudonné. Mais lequel? Bonjour la France Inter et bienvenue au Musée Royal des Beaux-Arts de la Blague, dont voici la devise: en avril, ne te déconfine pas d'un film.
Au sommaire, la justice assigne l'État à lever les mesures anti-Covid sous 30 jours. Ça se passe en Belgique, calmez-vous, c'est en Belgique. La justice belge estime que les dernières mesures sanitaires ont été prises illégalement. Si ça arrive en France, ça va rendre ma boule Jean Castex. Hein. Ouais, vous, cueillette interdite, là. Vous arrêtez la cueillette. Ça, ils ont mis à la marquette, pêche interdite. Baignade interdite, vous arrêtez à vous baigner, là. Interdite. Des scientifiques britanniques sont en train de prouver que chez nos amis les bêtes, aussi, avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde. Dans le sens où ça permet de vivre plus longtemps. C'est bon pour la survie, tant individuelle que collective. Voilà qui va faire du bien à ceux qui savent que les êtres humains ne sont que des animaux comme les autres. S'il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est pas nous. C'est bien eux. Il y a un mois, le premier théâtre était occupé. Depuis, plus de 90 salles sont en lutte pour défendre les intermittents et réclamer la reprise des spectacles. Le mouvement s'est étendu à plusieurs pays européens, mais même si ça reste les Français les plus vénères. Dites-vous bien que j'appartiens à une famille d'artistes qui n'a jamais reculé devant la difficulté. Pendant 18 ans, mon père, Frédéric Cox, a été la voix de l'horloge parlante. Et il a été le premier à le faire. Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud. Et à mes côtés, une équipe faite de matériaux hautement inflammables. Celui, d'abord, dont la température préférée est 40 degrés. Alors, c'est pas tant qu'il aime avoir de la fièvre que 40 degrés, c'est la température où font le fromage à raclette. Émeric Lomprey. Ouais, de quoi on parle aujourd'hui, Émeric? On va parler de la loi 1905. Sérieusement? Non. Ok. Ensuite, il est celui qui vous empêche de dormir en paix. Il est le cauchemar de vos nuits bien pensantes. Il est l'équivalent d'un suppositoire à la nitroglycérine, mais en être humain. Guillaume Meurice. C'est une belle image. Bonjour à tous. Je vais vous parler écologie aujourd'hui, puisqu'il y a la loi climat qui est débattue à l'Assemblée. Je suis allé voir des gens hyper concernés par le sujet. On en fait beaucoup trop avec l'écologie. Il faut arrêter de vouloir survivre à un moment donné, c'est bon. De toute façon, on va pas aller. Enfin, oui, en public, elle est l'épouse morganatique de Gustave Flaubert, mais en privé, c'est ACDC qu'elle cite à tour de bras en disant « I'm TNT, I'm dynamite ». Clara Dupont-Moreau. C'est vrai qu'elle fait ça. Bonjour. Bonjour Clara, de quoi on parle aujourd'hui? Alors on va parler du roman Corail de notre invitée. Ah, et voici celle qui va tout déchirer les pages de l'actualité. Vous êtes Adeline Dieudonné. Yes. Oh yeah. France Inter, Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud, par Jupidémie. Et bienvenue, Adeline Dieudonné. Merci beaucoup. Vous avez réussi à passer la frontière belge déjà, ce qui est un exploit. C'était limite. Ah, c'est vrai? Ouais. Mon Dieu, on va en profiter. Vous publiez votre deuxième roman intitulé Kérosène, toujours chez l'Iconoclaste. Ce nom de maison d'édition vous va si bien. Très attendu puisque le premier est un best-seller, La vraie vie. Ici, Kérosène, c'est un roman où l'histoire commence à 23h12 sur une aire d'autoroute devant une station essence et elle se termine au même endroit à 23h14. Que se passe-t-il pendant 2 minutes? C'est-à-dire comment on développe 258 pages en 2 minutes? En 2 minutes, en faisant une espèce de feu d'artifice de personnages et en se penchant donc sur les 14 personnes qui sont présentes dans cette station-service à cette heure précise. On a donc 14 personnages si on exclut le cadavre, mais qu'on inclut le cheval. Et donc la première image, c'est une vieille dame de 90 ans. On peut dire 90 ans? Oui, allez-y. Ouais. Les Français feront le calcul. Révolution belge. On a une vieille dame de 90 ans qui enjambe le garde-fou. Et donc, c'est ces autres personnages qui sont autour d'elle et qui assistent à ça. Et puis, effectivement, on va se pencher en fait, sur le destin de chacun de ces personnages. Se pencher sur le destin de chacun, ce qui fait que... En fait, chaque chapitre a un prénom et une vie en soi. Un peu comme des nouvelles, votre tout premier écrit, avant d'être même dramaturge et romancière, oui. Votre premier écrit, c'était des nouvelles. C'est vraiment la chose que vous portez spontanément en vous? Le tout premier, c'était un texte de théâtre. Et puis, effectivement, c'était la nouvelle. Mais oui, j'aime beaucoup ce format. J'aime beaucoup le format court. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans le format court que dans le format long. Et donc là, c'est ce que j'appelle un olni. C'est un objet littéraire non identifié, oui. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un roman, c'est pas non plus un recueil de nouvelles, parce qu'il y a vraiment un lien entre les histoires et entre les personnages, mais c'est là-dedans que je trouve un maximum de liberté. Ouais.
Juliette Arnaud. Alors en dehors de ces 2 minutes et de cette nuit, de ces 2 minutes la nuit dans une station-service, moi il y a une chose qui me semble qui rassemble chacun des personnages, c'est le fait qu'ils sont confinés dans le grenier, soit de leur psychisme, soit de leur milieu économique, socio-économique, soit de leur grand âge, soit, il y a plein de choses qui à chaque fois les confinent. Et je repensais en relisant des interviews de vous au goût que vous aviez pour Stephen King ou Shriver, qui décrivent aussi également. Est-ce que ça, le truc de l'enfermement, c'est une chose qui vous meut particulièrement dans l'écriture, ou pour les aider à les délivrer, ou pas? Non, pas nécessairement. Après, c'est un livre qui a été écrit pendant le confinement, donc forcément, il y a peut-être un lien. Mais c'est sûr que les personnages sont en lutte. C'est des personnages qui essayent de se libérer de quelque chose. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est presque l'essence même d'un personnage, c'est qu'il soit en mouvement, c'est qu'il essaye de se sortir d'une situation qui ne lui convient pas. Et donc, c'est vrai que dans Kérosène, ils ont tous une lutte. Après, pour des bonnes ou de moins bonnes raisons, des raisons morales ou des raisons moins morales. Et alors, certains qui ont la capacité de lutter et d'autres qui n'ont pas la capacité de se sortir de la situation dans laquelle ils sont. Oui, comme Alika, par exemple. Comme Alika, voilà, si on parle il est vraiment question des rapports de domination. Je pense que c'est ça aussi qui réunit tous les personnages, c'est qu'ils sont tous en prise avec des rapports de domination. Et en l'occurrence, Alika, c'est la domination de classe. Et donc, elle, c'est une gouvernante philippine qui est... On la retrouve dans une station de ski avec un tout petit bébé dans les bras et qui est complètement prisonnière, en fait, de son emploi, de sa condition. Elle a été prêtée, en fait, à un autre couple. Et là, elle a été prêtée à un autre couple, ouais, vraiment comme un objet. Elle a été ubérisée, alors qu'elle était déjà... Oui, vous dites cette chose terrible sur elle, elle est destinée à servir et pas à être aimée. Oui, exactement. Elle a quitté ses enfants et son mari, elle les a laissés aux Philippines parce que c'était la seule façon pour elle de pouvoir offrir un avenir à ses enfants, comme c'est le cas d'énormément de gens. Enfin, les Philippines, c'est vraiment un business national d'envoyer des gouvernantes comme ça à travers le monde. Et donc, elle se sacrifie, entre guillemets, pour pouvoir donner un avenir à ses enfants. Mais donc, par là, elle casse le lien avec ses enfants. Elle se demande si elle est encore leur mère. Et pourtant, au quotidien, elle ne fait que ça, s'occuper d'enfants, mais malheureusement, ce ne sont pas les siens. Avec un manuel de bienséance qui est véridique, que vous citez d'ailleurs, oui. Et qui dit « Ne vous asseyez pas dans un siège confortable en présence de votre employeur ». C'est absolument monstrueux. C'est les règles de cette école de domestique, école Abest à Manille, aux Philippines. Et donc, c'est des vraies citations. C'est vraiment absolument incroyable. Oui, ils leur disent des trucs genre achetez des protections périodiques pendant vos règles. Enfin, c'est vraiment une infantilisation totale. Ouais. Est-ce que il vous semble, à présent qu'il est sorti, que vous avez dépassé de votre trouille abyssale du second roman? Ah oui, complètement. Mais alors, ce qui est fascinant avec Kérosène, c'est qu'en fait, je l'ai fait, mais sans même le savoir. En fait, j'ai écrit Kérosène sans savoir que ce serait mon deuxième livre. C'est-à-dire que j'étais en train de travailler sur un roman sur lequel j'étais vraiment tétanisée. Donc, l'écriture était difficile, pénible, et j'avais l'impression d'avoir 300 000 perdus au-dessus des épaules qui me regardaient écrire. C'est-à-dire les 300 000 lecteurs du premier. Les 300 000 lecteurs du premier. Mais le truc, c'est que ce roman-là, il parlait de collapsologie et de survivalisme. Et donc, il y a un an, quand le confinement a été déclaré, il est entré en collision avec la réalité. Et donc, j'arrivais plus à écrire. Alors, je me suis mise à écrire des histoires courtes, vraiment pour le plaisir, en me disant, c'est une façon de me remettre au boulot. Et là, j'ai pris énormément de plaisir et c'était une libération pour moi. Mais je ne savais pas que j'étais en train, là, d'écrire mon deuxième livre. Et donc, j'ai un peu bypassé, comme ça, une espèce de petite astuce de mon cerveau pour écrire mon deuxième livre. Mais attention, parce que votre cerveau, il va revenir pour le troisième, forcément. Parce qu'il n'est pas dupe, lui. Alors, donc, si la réalité a dépassé l'imagination d'Adeline Dieudonné, avec le confinement et la pandémie, c'est dire qu'on est très 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 loin. Parce que votre imagination est sans limite, on a l'impression, Adeline Dieudonné. Donc Kérosène, je rappelle, c'est paru chez l'Iconoclaste. On va avoir l'occasion d'en reparler jusqu'à 18h parce que vraiment c'est foufou. Vraiment.
Mais vous le saviez, vous, que Papa's Got a Brand New Bag? J'étais pas hyper au Je sais courant, pas, non. c'est James Brown qui l'a dit. C'est l'info, oui. Ouais, Ouais, il y avait une dépêche AFP. D'accord. Vous écoutez France Inter par Jupiter en compagnie d'Adeline Dieudonné. Elle publie Kérosène chez l'Iconoclaste. Et aussi, son autre actualité, c'est la sortie de Baïla, la petite louve. C'est dans la collection Une histoire et Oli de France Inter, coédition Radio France, Michel Lafon. Et vous connaissant, j'ai peur de ce qui arrive à la petite louve quand même. Mais... D'ailleurs, j'ai l'ours juste ici à ma gauche. Oui. Oui, Je joue dans l'histoire. vous avez joué dans tout à fait. l'histoire. Oui, bien sûr. Très bien. Juliette Arnaud, qui est là à part l'ours Il y a Clara Dupont-Moreau qui n'est pas du tout un ours ni un loup. Dans la vie, un peu. Émeric Lomprey qui est plus du côté des chiens, des petits chiens. Et Guillaume Meurice, toute personne qui attend évidemment le journal. Charlie, Ah, mais bien sûr. Si ce soir je m'adresse à vous, c'est pour vous dire que nous allons tenir encore. Si nous savons durant les prochaines semaines nous organiser, alors nous verrons le bout du tunnel. Le journal de presque 17h17. Qu'est-ce qu'il est long ce tunnel, mais c'est affreux. Ça fait combien de temps qu'on marche là-dedans? Et on commence par les titres. Non, je vais pas faire le journal aujourd'hui, Charline, désolé. Quoi? Non, c'est comme ça, j'ai pas envie. Mais pourquoi? Poisson d'avril. Excellent. J'adore l'humour. Oh, j'adore les blagues. Oui, c'est hilarant. C'est génial, hein? Bon, les titres donc. Oui, alors on parlera de la démission de Jean Castex. On l'a appris il y a 1 heure. Là. Quoi? Poisson d'avril. Oh, j'adore. Oh, on va rigoler aujourd'hui, je le sens. Ça s'annonce très Oh bien. là ouais. là là là. Attention, Charline, derrière vous. Il y a un gouvernement efficace avec des vaccins. Non, non, parce que là on n'y croit pas. Il faut que ça reste un peu crédible quand même, parce que c'est le principe. J'avais été un petit peu loin dans le délire. On commence par l'allocution d'Emmanuel Macron. Voilà. Hier soir, le président a annoncé un 3e confinement pour 4 semaines minimum. Confinement dur. Ouais, enfin pas tout à fait puisqu'on n'est pas enfermé. Donc. Un confinement mi-dur. Ouais, parce que certains commerces vont rester ouverts quand même. Un confinement mi-mou. Mais toujours pas les bars ni les théâtres. Un confinement relou. En revanche, dès la semaine prochaine, les écoles seront fermées, puis les élèves seront en vacances et ils reviendront ensuite, mais pas tous la même semaine. D'accord, oui, voilà, donc ça se clarifie pas mal. Oui, comme ça. Alors, les élèves dont le prénom commence par la lettre B reviennent tous en présentiel les jours impairs, c'est ça, hein? Bah non, les jours pairs. Je pense. C'est les jours pairs, ouais. Et les jours impairs, c'est ceux qui ont un groupe sanguin au plus avec les yeux marrons et un blouson Bob l'éponge. On enchaîne? On enchaîne, ouais, c'est mieux. Parce c'est que mieux, sinon, ouais. Emmanuel Macron a ensuite affirmé que tous les adultes qui le souhaitent pourront se faire vacciner avant la fin de l'été. Poisson d'avril. J'ai reconnu, c'est un poisson d'avril. Non, il a vraiment dit ça. Ouais. Ah d'accord, ça paraissait gros quand même. Jean Castex lui a annoncé que la consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique. Toute l'équipe de Par Jupiter est sous le choc. Ouais, mais le service public, c'est pas la voie publique. Ah voilà, ça va, on est sauvé. Politique toujours, Édouard Philippe ne veut pas voir ses convictions partir à volo sans se battre. Et on le comprend, hein, il avait de belles convictions, Édouard Philippe, dont... c'est celle où il avait dit que... Oui, la conviction qu'il avait... Non, enfin, c'est que... faut qu'il se batte. Faut qu'il allez, Doudou, allez, bats-toi pour tes... Voilà. Justice, le militant Cédric Héroux, qui aide les migrants, a définitivement été relaxé. On a une grosse pensée pour Éric Ciotti et sa dignité, qui doivent nous regarder de là-haut. Ne l'oublie pas, gros. Selon une étude britannique, le signe astrologique qui donne le plus de chances d'être milliardaire, c'est Balance. Oui. Et ça se vérifie bien chez nous. Ah ouais, comment ça? Clara, regardez quand elle est contente, elle balance. Dieudonné aussi. Ouais, c'est pour ça qu'elle paye jamais un café. C'est pour pas faire mentir cette étude, tout s'explique. Pour la science, en fait, c'est ça. À Clermont-Ferrand, des fouilles archéologiques ont révélé une partie de la ville antique datant du IIe siècle. Oui, ils ont dû faire le distinguo avec une autre partie de la ville en ruine qu'on appelle Clermont-Ferrand. Et médias, enfin, la chaîne TMC a exhumé des images de l'émission Pyramide, diffusée en 1995. On y entend des propos racistes à l'encontre de Pépita. Ah, c'est fou quand même, vous imaginez si aujourd'hui, je sais pas, genre un ancien président de la République comparait les Noirs à des singes. Non, mais ça, ce serait fou. Ou sur un plateau de télé, un éditorialiste qui dirait que tous les immigrés sont les voleurs. Ah ouais, non. Vous imaginez? Ou alors si... on a compris, je pense. Voilà, c'est bon, etc. Voilà, effectivement, parce qu'on n'a pas jusqu'à... Enfin, on a 4 semaines. Merci beaucoup, Guillaume Meurice, Adeline Dieudonné avec nous. Et on aborde ce premier sujet. Les mesures contre le Covid, ou la Covid, ont fait l'objet d'une plainte de la part d'associations de défense des droits humains et la justice donne 30 jours à l'État pour revoir ces mesures. Mais ça se passe en Belgique. Ouais. Oui, je vous sens déçu. Cela ne remet pas en cause les restrictions, bien sûr, mais même en situation de crise sanitaire, les principes de l'état de droit doivent prévaloir, rappelle la justice belge, pour la légitimité démocratique et l'adhésion de la population à ces mesures. Il est vrai que la Belgique est souvent le royaume des mesures absurdes.
Les cloches de Pâques, puisque c'est bien d'elles dont il s'agisse, font tomber du ciel friandises et sucreries, à la plus grande joie des petits et des grands. Mais attention, les œufs de Pâques, à première vue inoffensibles, sont autant de projectiles dangereux pour nos innocentes petites têtes blondes. En effet, on ne dénombre plus les hématomes, ecchymoses et autres contrusions multiples qu'occasionnent ce bombardement inopiné. Le port du casque est donc plus que vivement conseillé. Ceci d'autant plus que l'on annonce encore pour ce soir sur nos régions de dangereuses giboulées de Mars et de pièces en chocolat. Adeline Dieudonné, ça vous dit quelque chose, ça, j'imagine? Ah oui. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de le réentendre. Oui. Faux Contact, c'était un programme court de la télévision belge avec le regretté Manu Taureau, qui était exceptionnel. Alors, c'est un dossier qui paraît très technique, évidemment, mais en gros, les derniers arrêtés ministériels en Belgique sont fondés sur une loi qui est liée à une catastrophe industrielle. Et donc, les associations de droits de l'homme, en fait, et la justice qui a été saisie, estiment qu'il ne repose pas sur une base légale suffisante. Et donc, il faut 30 jours pour remettre tout ça d'équerre. Adeline Dieudonné, vous étiez encore en Belgique ce matin, je pense. Vous êtes, hier. Hier, voilà. L'acceptation des mesures restrictives, est-ce que ça passe mal auprès de la population belge et que c'était quelque chose qui était en germe? Ou vous avez été un peu surprise de voir que, tiens... Je crois que c'est un recours qui avait effectivement été introduit par des citoyens belges. Après, moi, de ce que j'en vois, mais de mon petit point de vue à moi, c'est que ça passe plutôt bien. Il n'y a pas beaucoup. Mais on n'est pas vraiment le pays de la contestation, hein, malheureusement. Il en faut beaucoup pour moins que les Français, vous voulez dire? Dis donc, alors, on conteste pas, d'accord? Mais en tant que citoyenne, peut-être vous êtes quand même rassurée que la justice surveille les décisions du gouvernement, même si on comprend bien tous les mesures mises en place, mais il y a certains qu'on peut peut-être moins comprendre que d'autres. Par exemple, en Espagne, il y a des choses assez illogiques. Les gens peuvent venir à Madrid, mais les Madrilènes ne peuvent pas aller dans une autre région. Donc il y a quand même des choses qui sont parfois mal vécues. Mais oui, et je crois effectivement que ça doit être, à l'heure des charges, ça doit être une situation qui doit être très très compliquée à gérer. Enfin, voilà, quand on voit que déjà retirer des échafaudages autour d'un palais de justice, ça leur prend une trentaine d'années. Ils sont pas encore retirés. Là, je ne vois pas très bien comment on va remettre tout ça d'équerre en 30 jours. Mais... Et alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer une affaire qu'on a vue passer plus ou moins ici, l'affaire des trains vers la mer du Nord? Ah oui. Je ne sais pas si je peux vous l'expliquer, mais c'est vrai qu'apparemment, il y a une ruée des Belges vers la mer du Nord avant-hier, parce qu'il faisait super beau et qu'effectivement, mais je comprends. Et les trains étaient bourrés. Après, je ne sais pas du tout comment ils ont géré ça, parce qu'il y avait cette règle. Ah oui, dites-nous, parce que c'est marrant. Une des dernières règles qu'ils ont dictées, c'est qu'on ne pouvait s'asseoir dans les trains que côté fenêtre. Et donc, je ne sais pas très bien, avec les trains complètement bourrés, comment est-ce qu'ils ont fait pour faire respecter cette mesure. Donc, je pense que ça a été un petit peu chaotique lundi dernier. Voilà, ça reste un terreau de l'absurde quand même, alors. Oui. Mais en même temps, tant mieux, sinon on ne pourrait pas écrire de belles histoires sur... C'est vrai. Est-ce que vous, il y a des mesures qui vous pèsent plus que d'autres? Oui, la fermeture des théâtres, mais je pense qu'on va en reparler. Oui, on va reparler tout à l'heure. Mais c'est pesant, pas sur la mesure en tant que telle. Et encore, je pense qu'effectivement, en respectant les règles sanitaires et en mettant des mesures sanitaires en place, il y aurait vraiment moyen de les rouvrir. Mais ce qui me rend dingue, et ce qui rend dingue, je pense, tout le monde, c'est le manque de communication. C'est-à-dire qu'on est complètement ignoré. Et c'est le cas aussi du secteur de l'Horeca. Enfin, il y a vraiment des L'Horeca, c'est la restauration. Ah oui, on ne dit pas ça en France. Je ne pense pas, non. Je me tourne vers les Français. Horeca, on va en garder un petit peu. Hôtel, restaurant, café, effectivement. Ouais. On va en reparler tout à l'heure, évidemment. Et en plus, nous sommes dans un théâtre. Et en plus, on a quelqu'un qui fait de la scène et qui s'appelle Aymeric Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien? Ouais. J'ai rien entendu. Ouais. Ok, coolos. Moi aujourd'hui je suis super content parce que ma chronique elle est géniale. Poisson d'avril. Moi aussi. Non, elle est comme d'habitude, il y a des hauts, il y a des bas. Des barésies. Ça par exemple c'est un bas. Allez, c'est parti la chronique. Bon moi je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui je suis passé un peu à côté de l'actu. Hein, voilà. Pourtant ça me ressemble pas, parce que moi je ne passe jamais à côté de l'actu. Moi l'actu je la prends en pleine face. Tu sais, si l'actu était un pare-brise, moi je serais un moustique que je dis toujours. Et tellement je suis fan de l'actu, les gens m'appellent, ils me disent Aymeric, c'est quoi l'actu? Moi je dis
Mais aujourd'hui, je suis passé à côté de l'actu parce que j'ai regardé la messe de Pâques sur CNews. Parce que maintenant, CNews, ils diffusent la messe. Ça commence à être compliqué à suivre, CNews. Non, parce que la messe, bon, était super. Tu sais, les chants étaient top. Le passage avec les chips, génial. Les enfants de cœur à croquer. Mais juste après, il y avait une émission où tout le monde hurlait « Ouais, la France est un pays laïque. C'est une honte de faire des repas halal à la cantine. On n'est pas en Maroquis. » Tu sais, avec tout le monde autour de la table qui surenchérit « Ouais, pour moi, il faut du porc partout, même le matin. Ouais, des viennoiseries au porc. Et pour la boisson chaude, du porc en sachet infusé. Ouais, carrément. Et aussi des couverts en porc. N'importe quoi. On peut pas faire des petites cuillères en porc, sinon ça va fondre dans le thé de porc. Ouais, c'est pas faux. Bon, vous voyez quand on nous reproche de pas inviter les contradicteurs. Merci Elisabeth Lévy. Après, il y en a un qui dit « Et le voile alors ?» Alors là, c'est la Seconde Guerre mondiale. Alors là, ça fait « Ah, le voile. Grenade. Il a des lasers. Peu importe. Alors, ça on dirait pas, mais c'est des droits d'auteur. Bon. Non, mais c'est vrai que Bolloré, bon, les musulmans, c'est pas son cœur de cible, quoi. Bon, dans ton équipe, quand t'as Éric Zemmour, Elisabeth Lévy et Jean Messia, tu sais que tu vas pas parler richesse culturelle et hospitalité. Hein. Mais son préféré à Bolloré, c'est Pascal Praud. Alors lui, il lui a filé 2 émissions, l'heure des pros 1 et l'heure des pros 2. C'est au cas où t'aurais pas compris l'heure des pros 1. Bon, après, si t'as pas compris l'heure des pros 1, c'est peut-être mieux de basculer directement sur Gulli. Hein. Le matin, l'après-midi, c'est pour les grands. Non, mais j'ai hâte de voir ces news dans 10 ans. Voilà, c'est la fin de cette matinale spéciale Pascal Praud. Dans quelques instants, la météo présentée par Pascal Praud, suivi du JT de Pascal Praud. Aujourd'hui, son invité sera Pascal Praud, qui viendra parler du livre de Pascal Praud, qui vient de sortir aux éditions Pascal Praud. Tout de suite, les résultats du loto avec Pascal Praud. Le 14, le 18, le 39, le 45. Quel beau tirage! La seule opposition médiatique, ce sera la chaîne YouTube de McFly et Carlito et France Inter. Mais alors France Inter, ce sera diffusé que dans le 11e. Ça s'appellera 11e Inter. Alors, on n'aura plus de budget. Bon, du coup, pour les salaires, ça change rien. Mais on aura un micro pour 8. Alors Guillaume, du coup, tu vas devoir faire les micro-trottoirs, mais sans micro. Du coup, tu feras juste le trottoir. Alors, mon grand, tu montes, on va parler du MEDEF. Non, mais 120 ans après la loi de 1905, on est toujours en train de diffuser des messes à la télé. Mais laissez-nous tranquille, la religion, c'est privé. Regarde, moi, j'adore faire caca. Est-ce que je viens faire du caca à une heure de grande écoute? Ouais, non, mauvais exemple. Bon, merci de m'avoir écouté. Aymeric Lomprey, merci. On peut vous revoir en vidéo parce que vous faites plein de moulinets avec les bras. Oui, je bouge toujours mes bras. Oui. Mais c'est bien, on a chaud un peu, ça ventile. Oui. Comme on dit en Belgique, il fait stouf. Hein. Il fait douf. Il fait douf aussi. Ah, chez vous, c'est douf. Chez moi, c'est douf. Ouais. Il y a un séparatisme belge. Ah, d'accord. Excusez-nous. C'est entre Uccle Nord et Uccle Sud. Voilà. Vous écoutez la RTBF Inter et nous allons écouter Clou. Le jour où je fais des efforts, hélas quand la ville dort, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Le jour où je bats les records, mais quand change le décor, v'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Le jour où je suis matador, hélas la nuit frappe fort. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. La journée m'est indolore, hélas quand la nuit me mord. V'là les rêves, v'là les rêves, v'là les rêves que je fais de toi. Et je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Oh, je voudrais que ma tête là cesse de tourner comme un manège de bois. Mais je voudrais que ma tête là cesse de se jouer de moi. Se jouer
se jouer de moi, se jouer de moi, se jouer de moi. Clou qui chante Cesse. Il n'en est pas question. On va continuer cette émission jusqu'à 18h avec Adeline Dieudonné qui publie un roman qui s'intitule Kérosène chez l'Iconoclaste. Et alors, c'est vraiment un roman où j'ai éclaté de rire parce qu'il y a ce qu'on appelle, on peut dire presque des punchlines, comme les humoristes. Dites à un moment d'un personnage, un personnage dit « Cette tristesse a grandi en moi comme la moisissure dans un vieux pot de bolognaise oublié au frigo ». J'ai aussi noté, je crois que c'est Julie, l'esthéticienne, qui rencontre un amoureux, Olivier. Elle va s'approcher de lui pour le premier baiser. Je me suis approchée et j'ai posé mes mains sur ses joues. J'ai pensé qu'il avait les yeux de sa mère et je l'ai embrassé. Ses lèvres étaient un petit peu gercées. Sa peau grasse sur la zone T. J'ai eu envie de lui faire un soin visage. Alors je me demandais, quel rôle joue l'humour dans vos récits ? Oui, voilà, il y a des auteurs qui font de la poésie, et puis il y a les autres. Moi, je trouve que ça peut être de la poésie, non ? Ouais, pourquoi pas ? Ça peut être de la poésie sur une scène de stand-up. Mais pas que, je vais en trouver une autre. Allez-y. D'accord, trouvez-en une poétique. J'en ai une qui est poétique, presque. Ah, ouais. Allez-y. Je vais ? Ouais. Alors, la télé était à Juliane ce que le feu de camp devait être aux hommes primitifs. Elle éloignait les ténèbres, réchauffait son corps et la protégeait des prédateurs. Lorsqu'elle l'éteignait, l'obscurité et la solitude la frappaient. D'accord. Bon, okay. Ça, c'est punchline et poétique. Voilà. Oui. Mais donc, moi j'ai commencé à écrire sur les conseils d'un écrivain belge qui est un ami que j'aime énormément, qui est Thomas Gunzig. Et donc j'ai commencé à écrire en fait d'abord pour la scène. Et je me suis beaucoup inspirée en fait des chroniqueurs radio, parce que donc Thomas il est à la fois romancier et chroniqueur radio. Sur la RTBF. Et chez nous on a un vivier fabuleux de chroniqueurs et d'humoristes. Et vraiment j'étais très admirative de leur travail et de voir comment en très peu de mots les humoristes ils arrivent à convoquer des images très très fortes et à provoquer le rire. Émeric Lompré dit oui. Bah, c'est clair. Non, mais c'est clair. Les bons humoristes après. Et donc vous en inspirez. Et donc en tout cas cette efficacité-là, oui, j'ai eu envie de faire la même chose comme quand on admire les gens. En général, on essaie de les imiter d'abord. Moi, j'ai voulu imiter ça, et c'est vrai que j'adore les humoristes. J'adore aller voir. On a une super belle scène de théâtre à Bruxelles qui s'appelle le Kings of Comedy, et donc je vais souvent les voir. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que Kérosène, j'ai un petit peu utilisé leur technique, c'est-à-dire d'aller tester mes histoires sur scène. C'est-à-dire que j'ai eu accès, comme c'était le confinement, le Covid, en gros les théâtres étaient pratiquement vides, mais on avait le droit quand même à un moment de mettre genre une 50aine de personnes dans des très grands théâtres. Et donc j'en ai profité pour y aller, et j'ai fait 3 soirées où j'ai testé le livre sur scène, donc justement pour avoir ce rapport à l'oralité et pour voir, à la fois sur l'humour, mais aussi il y a des passages qui sont beaucoup plus flippants, angoissants, et donc ça aussi c'est intéressant parce que nous les écrivains, on n'a pas la possibilité de voir les gens au moment où ils découvrent nos textes, et moi je trouve ça quand même très dommage et très intéressant de pouvoir avoir ce rapport-là. Adeline Dieudonné. À côté de vous, il y a Guillaume Meurice, justement. Oui. Donnez des leçons un petit peu à tout le monde de punchline. Là. Alors, écoutez, déjà on est sauvés. Ça c'est bien. Manu, il a dit hier, on est sauvés. Il a fait tout bien comme il faut. Faut dire qu'il est épidémiologiste en amateur entre 2 opérations d'enfants à cœur ouvert et en récitant les décimales de pi. Donc bon, on est sauvés. Niveau santé, je veux dire, on est bon. Juliette, vous pouvez reprendre les gitanes maïs et le chardonnay en intraveineuse. Alors, il reste un petit détail quand même pour notre survie, le climat. On avait un peu oublié le climat. On l'oublie, puis quand il revient, il est bien casse-couille. C'est un peu le Manuel Valls des problèmes. Mais c'est bientôt réglé aussi, parce que les députés sont en train de voter une loi très, très, très ambitieuse en ce moment à l'Assemblée, du côté des touillettes en plastique. Comme ça flippe. C'est Barbara Pompili qui s'en occupe, bégon vert, comme on l'appelle, la tueuse d'abeilles. Mais qu'en pensent les Français ? Parce que la démocratie, c'est ça, vous le savez très bien, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple, et qui est baila la bamba. Et la petite louve aussi en même temps. Donc je suis allé voir les gens pour vraiment prendre conscience de l'urgence sur la question écologique. Je m'en fous un peu. Et alors pourquoi vous vous en foutez ? Parce que ça me concerne pas. Je ne me sens pas concerné à Paris. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens deviennent plus écolos ?
qu'ils soient un peu plus responsables. Alors vous l'êtes? Non, mais je m'en fous aussi. Vous vous en foutez de vous en foutre? Complètement. Voilà, bon là au niveau engagement écolo, on n'est pas loin d'Emmanuel Macron. Mais on a assumé, c'est-à-dire que ça c'est assumé, détendu du bilan carbone. Jean-Michel Denis, je pense qu'il s'appelle. Alors, il y a des gens qui se sentent quand même concernés par l'écologie. Je suis d'accord, mais il ne faut pas que ce soit une écologie punitive. Comment faire alors? Comment faire? Écoute, déjà il faut mieux présenter les choses et faire ça progressivement. Mais est-ce qu'on a le temps? On a toujours le temps. C'est là, les scientifiques disent qu'on n'a plus tellement le temps. Oui, mais les scientifiques, vous savez, voilà. On ne peut pas vérifier ce qu'ils disent. Oui, ils sont chiants, ils sont toujours avec leurs courbes, leurs machins, puis j'ai rien du tout, et les chiffres et tout. C'est pour ça que moi je préfère Michel Simès. Voilà, non mais c'est plus facile, il dit vous inquiétez pas, c'est une grippette, vous pouvez lécher les rampes d'escalier, vous faites ce que vous voulez, on est tranquille, on se prend pas la tête, on est cool, mais cette dame elle avait quand même encore des choses à dire. Sur l'écologie, je suis anti-éolienne, parce que ça dégrade le paysage. Mais est-ce qu'il faut mieux des éoliennes ou une centrale nucléaire? Il vaut mieux une centrale nucléaire. Ça dégrade pas le paysage? Non. Alors bon, ça c'est les goûts et couleurs. Ça se discute pas. Il y a des gens qui aiment, voilà. Par exemple les chroniques d'Aymeric Lompré quand il fait des petits moulinets avec ses bras. Il y a des gens qui aiment bien. Voilà, toutes les perversions, tous les goûts, sont dans la nature. Alors c'est vrai aussi qu'il faut moins de centrales que d'éoliennes pour produire de l'électricité. Mais c'est vrai encore que quand vous habitez près d'une centrale, on vous donne quand même des petites pastilles d'iode. Qui sont pas forcément rassurantes en fait. C'est comme si sur les boîtes de capote il y avait le numéro des crèches au cas où. On n'est pas tranquille avec ça. Bon, alors continuons avec un sujet qui faisait partie des propositions avant d'être toqué, la limitation des SUV en ville. Si c'est bien présenté, parce que là aussi avec les SUV, c'est présenté d'une manière punitive, avec des taxes complètement démentielles. Donc si vous voulez... voilà. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Est-ce qu'il faudrait faire des câlins? Pardon? Non, excusez-moi. Non, en plus, on peut plus. Non, mais on peut plus. On peut faire des câlins, c'est compliqué. On peut faire des câlins en distanciel. Alors, c'est hyper compliqué. C'est un sale temps pour les pédophiles, comme on dit à Sciences Po Paris. Et sale temps aussi pour les tueurs en série, d'ailleurs. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est compliqué pour eux de télétravailler quand on est tueur en série. Non, mais j'y pensais, voilà. Le gouvernement n'a rien prévu. Il n'y a pas une clause Nordal. Mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne de mon sujet, quand même, là. Voilà. Alors, concentrons-nous, si vous voulez. Voilà, on va se concentrer sur les SUV. Moi, j'ai un petit SUV qui consomme pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est un petit SUV? Une Audi Q2, voilà. Mais c'est vrai qu'on peut dire que c'est débile, un gros SUV en ville, oui, bien sûr. Et est-ce qu'un petit SUV, c'est pas débile aussi? Non. Voilà, c'est là où il faut être vachement subtil. Voilà, c'est là où on peut pas tout interdire. Le SUV reste indispensable en ville parce que c'est surélevé, si vous voulez. Donc quand vous écrasez un cycliste, le Vélib ne raye pas le bas de caisse, vous voyez. C'est hyper pointu. Moi j'ai lu dans le Joint de Culasse Magazine, là, le dernier, c'est hyper intéressant tout ça, un super dossier. Faut réfléchir. Il y en a même qui proposent d'interdire la pub pour les SUV. Oui, si on montre ça comme quelque chose de viril, de puissant, de magnifique peut-être, oui. Mais il y a souvent des femmes qui les conduisent en réalité. Alors, c'est vrai. Ils les font acheter à leur mari d'ailleurs. Alors, c'est les femmes qui font acheter des SUV? Souvent, oui, parce qu'elles aiment ça, elles peuvent mettre beaucoup de gosses dedans. Voilà, le problème de l'écologie, j'ai l'impression qu'on avance, c'est les bonnes femmes. Bien sûr, on le dit pas assez, elles font des gosses qui polluent énormément d'ailleurs, les gosses, faut le dire. Elles les mettent dans des SUV qui polluent aussi. La femme est extrêmement polluante. Je crois qu'Adeline Dieudonné sort un bouquin qui s'appelle comment? Kérosène. Voilà, merci beaucoup. Ce qu'il fallait démontrer, voilà, j'invente rien. D'ailleurs, on va finir sur les vols intérieurs en avion. Est-ce qu'il faut les interdire aussi? Mais alors on ne va plus rien faire. Je crois qu'on en a besoin. Il y a des urgences, faut aller des fois en 1 heure à Toulouse ou à Marseille ou à Lyon. Pour les hommes d'affaires, il faut qu'ils puissent prendre aussi un avion. Voilà, alors moi j'avais une solution pour les hommes d'affaires, mais il paraît que c'est pas légal. Voilà, on m'a dit non. C'est con, ça faisait un super compost. Bon, dommage. C'est pas dans le projet de loi qui s'appelle d'ailleurs précisément climat et résilience. Et je crois qu'en ce moment, vu le climat, il va falloir un petit paquet de résilience. Guillaume Meurice, merci beaucoup Guillaume. Merci à vous. Et merci aux gens. Bien sûr, évidemment. On ne le dira jamais. C'est petit ce merci. Je suis toujours atterrée en terminant. Il y a des merci dans le souffle. Juliette Arnaud. Oui, tout à fait. Pour vivre plus longtemps, les scientifiques commencent à être précis. Il serait nécessaire d'avoir des relations sociales le plus possible. C'est valable pour les animaux comme pour les êtres humains. Et c'est pas pratique quand on nous dit que le mieux, c'est encore qu'on reste chez nous à devenir amis avec nos ordinateurs et nos chats. Mais pas nos cochons. Bonjour. Bonjour, docteur. Merci, pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est copain. Comment ça, copain? Vous foutez de moi? Oui, copain, c'est son nom. On l'appelle les copains comme cochon. Non, mais pourquoi vous êtes venu ici? Je ne fais pas des bêtes. Vous avez été si gentil la dernière fois, docteur. Non, la dernière fois, je vous ai dépanné. Mais je ne suis pas vétérinaire. Essayez de comprendre ça, monsieur Guillain. Docteur, il fait de l'anémie. Il ne mange pas. Il fait de l'anémie? Mais bouffez-le, parce que...
bouffez-le. Allez hop, mademoiselle, dehors, tout ça, hop, du balai qui bouffe leur cochon, vous avez entendu? Bouffez-le. C'était Christian Clavier en train d'éructer dans les bronzés fonds du ski. Will Ferrell a raison, il n'y a rien de plus drôle qu'un adulte qui hurle. L'article dont je vous parlais sur les scientifiques ne concerne évidemment que les animaux à vie lente. Ceux à vie courte, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à se reproduire. Donc les animaux à vie lente, dont les hommes font partie. Est-ce que vous saviez, Adeline Dieudonné, que vous faisiez partie de l'espèce des animaux à vie lente? Non, ça m'avait pas frappé, non. Là, maintenant, ça vous apparaît. Ça m'apparaît. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet article sur la nécessité de socialisation comme une question de survie? Oh, mais c'est étonnant. alors, C'est vrai que là, c'est sous le choc. oui, c'est vraiment, quelle révélation. Non, mais c'est brûlant d'actualité, évidemment, parce que c'est de ça qu'on a besoin là maintenant. Et c'est ça dont on est en train de nous priver, enfin, dans cette pandémie, en train de nous priver, mais pas que. Je pense qu'il y aurait moyen, au sein de cette pandémie, d'aménager quand même un petit peu les choses pour qu'on retrouve du lien social. Parce que là, ça va pas. Et comme vous dites, on est en train de devenir amis avec nos ordinateurs. Oui, je pense même plus. Je pense qu'on va arriver au stade de la reproduction avec ordinateur, de la sexualité. Non, enfin, c'est déjà le cas. On y est déjà. Donc, on y est déjà. Donc, alors, moi, j'avais choisi ce sujet pour vous parce que votre livre est blindé d'animaux. Alors, parfois, ils sont dans le décor, les oiseaux qui chantent juste après un attentat terroriste. Parfois, ils sont personnages secondaires, comme Estelle la truie. Parfois, même, c'est même le personnage principal d'un des chapitres, comme Red Apple, le cheval. Il y a ça très fort chez vous, le besoin de revisiter le bestiaire, en changeant souvent le loup qui se fait massacrer, le dauphin qui est un massacreur. Ouais. Enfin, un violeur en l'occurrence. Mais oui, après, c'est pas du tout une volonté de ma part, mais c'est vrai que les animaux sont super présents dans mon écriture. C'était déjà le cas dans la vraie vie avec la chambre des cadavres et la hyène et le chien. Mais les animaux ont toujours été très très présents dans ma vie. J'ai grandi à la campagne et donc il y a toujours eu des animaux à la maison et je les aime profondément. Enfin, et j'en ai encore là aujourd'hui. Vous les aimez, mais ils vous font peur aussi. Enfin, Non, c'est juste qu'à un certain endroit, je m'interroge sur les rapports de domination et donc le rapport de domination de l'homme sur l'animal, il est évident. Et effectivement, est-ce qu'à un moment, ça va pas... Enfin, bien sûr qu'à un moment, ça va se retourner contre nous. Et donc, c'est vrai que dans Kérosène, il y a un certain nombre d'animaux aussi qui prennent leur revanche sur l'humain. Je pense par exemple effectivement au dauphin, où on a un animal qui est en captivité et qui n'est pas du tout fait pour vivre dans un bassin en béton, qui est fait pour avoir une vie sociale, qui est fait pour parcourir des centaines de kilomètres par jour à la nage. Et donc oui, à un moment, ces animaux deviennent fous. Et c'est vrai que ça peut être une métaphore de voilà, ce dont vous parliez là tout de suite, l'écologie. C'est qu'à un moment, si on est dans ce rapport de prédation vis-à-vis du monde vivant, je crois qu'à un moment, le monde vivant se fâche et se venge. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on a tous des masques aujourd'hui. Ouais. N'en dites pas plus sur le roman. Clara Dupont-Mono y vient. Ah. Oui, Adeline Dieudonné. Alors pour ceux qui auraient mis leur poste de radio uniquement pour entendre ma chronique, c'est maintenant. Je résume il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais. Mais vous vous glissez donc successivement dans la peau de plus de 10 personnages. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une femme mal mariée, il y a un mannequin, il y a un représentant en acarien. Ça existe, un cheval, Juliette l'a dit, et en fait à chaque fois vous faites focus sur eux, vous dites tantôt je, tantôt il ou elle. Et ce qui se passe, c'est qu'on pourrait presque lire ces instantanés de vie, en fait comme des petites nouvelles, vous parliez tout à l'heure de votre goût pour les nouvelles, indépendantes les unes des autres, et votre livre peut aussi se lire comme un millefeuille de séquences courtes. Or, c'est très difficile d'écrire court. En plus, on pense souvent que le court est facile, on se dit bon bah... Franchement, c'est simple, il suffit de raboter. Et évidemment, quelle grosse erreur. Le court est un art. Regardez les mini-jupes, regardez les haïkus, les bandes-annonces, les brèves de Vizorek, le dégradé sur cheveux mi-longs. C'est un savoir-faire. Et ce savoir-faire, vous l'avez. Alors, écrire court, par exemple, c'est savoir isoler un détail. Un détail qui parlera finalement autant qu'une longue description. Par exemple, je prends la mannequin Victoire, qui est pieds nus sur le sol en béton de sa cuisine. Ce petit détail, pieds nus et le sol en béton de sa cuisine, nous, lecteurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit le loft new-yorkais, et on a raison, puisque quelques lignes plus tard, vous nous expliquez qu'elle surplombe Central Park. Ailleurs, vous parliez de Halika, c'est une crème de beauté qu'on voit passer, que la gouvernante philippine, elle tombe dessus. Cette crème s'appelle Élixir Source Éternelle.
et ça laisse du coup deviner l'âge de la dame pour laquelle travaille Alika. Et puis dernier exemple, ça c'est ma nouvelle préférée, enfin entre guillemets, c'est celle de Julie. On a un mari qui réveille chaque matin à 7h sa femme en disant « Toc, 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 mademoiselle Coquelicot ». Il lui fait l'amour et il sort du lit à 7h04. Et là, pas besoin de plus pour voir à peu près la tête du mari. Donc être court, c'est aussi savoir être laconique. Alors, bien sûr qu'il y a des fois des textes, des romans même, qui sont uniquement sur un seul sentiment, qui font l'anatomie d'une seule émotion. Mais l'autre école consiste à la dessiner, cette émotion, plutôt que la disséquer. La lassitude d'une vieille dame, la rage d'une prof de pole dance dans votre livre, ou alors la brave bêtise d'un dragueur macho, vous ne les dites jamais telles quelles, vous ne les analysez pas, vous les mettez en scène. C'est-à-dire que vous montrez le dragueur en pleine action et donc vous êtes autant metteur en scène qu'écrivain. Parce que écrire court, c'est aussi savoir écrire visuel. Et tout ce que je viens de dire, le sens du détail, de la mise en scène, évidemment, c'est très proche du cinéma. Est-ce un hasard si le pape américain de la forme courte, qui s'appelle Raymond Carver, a été plus d'une fois adapté au cinéma? Shortcuts de Robert Altman, qui vous dira peut-être quelque chose, ou le film Birdman, qui est sorti en 2014, ce sont des adaptations de Raymond Carver. Kérosène marche sur les traces de Raymond Carver. Alors déjà, la station-service, qui est un décor éminemment carvérien, comme tous les espaces utilitaires, les zones pavillonnaires, les bars miteux, les cuisines vieillottes, plus c'est crasse-pouille et plus Carver adore. Je vous soupçonne d'avoir un petit peu la même logique. Ensuite, il y a l'indépendance des histoires. Quand le cinéaste Robert Altman a réalisé Shortcuts, donc adapté d'un recueil de Raymond Carver, il a entremêlé les histoires entre elles. Mais le sacrilège, mais les fans de Carver, moi, on était choqués. D'ailleurs, on a organisé une manif. On était un peu seuls, mais enfin quand même, c'était pour nous extrêmement révoltant. Pourquoi? Mais parce que l'hermétisme des histoires entre elles, il a un sens. Il n'est pas là par hasard. Il correspond à l'hermétisme des vies qui se croisent dans un bus, dans un bar ou dans une station-service. Et c'est montrer, comme vous le faites, ces vies cloisonnées, hyper différentes les unes des autres et qui pourtant, le temps d'un plein d'essence, le temps d'un verre ou d'un trajet, vont cohabiter mais sans se mélanger. D'autres arriveront, tous repartiront, écrivez-vous à la fin, et pas besoin d'une intrigue en fait pour relier ces vies. Elles ont déjà un point commun, c'est de composer ce qu'on appelle l'humanité. Je vous redonne les références. Kérosène d'Adeline Dieudonné est paru à l'Iconoclaste. Merci Clara Dupont-Mono pour cette lecture. Adeline Dieudonné, on va aborder le sujet que vous avez proposé. C'est depuis début mars, les théâtres sont occupés dans toute la France par des professionnels de la culture pour protester contre la précarisation du secteur. Aujourd'hui, le mouvement s'étend même à plusieurs pays européens. Ces occupations sont aussi une opportunité pour créer des projets, le théâtre d'après. Bon, alors, vous, Martin, ce spectacle ? Oui, alors j'aime pas trop le terme spectacle en fait. C'est. On fait pas du divertissement. Ah, pardon. C'est une recherche en mouvement, finalement. D'accord. D'ailleurs, il y a une performance collective mercredi prochain. Ce serait bien que vous veniez, c'est un travail très très accessible, très beau, sur la frontière entre la mémoire, le ressenti, le vécu. Très beau. Et alors, comment s'appelle cette recherche en mouvement? Placenta 2. Comme le placenta. Fais pas ça, la série de France 2. Alors, Adeline Dieudonné, on attend votre point de vue belge, avec des théâtres occupés aussi en Belgique là-dessus. On a un théâtre occupé pour l'instant, effectivement. Bah oui, je pense que c'est une lutte qui est extrêmement importante parce que là, en tout cas, leur point de vue en Belgique, c'est de dire déjà sortons de chez nous, sortons de... Les réseaux sociaux ne sont pas un lieu où on crée de la démocratie, ne sont pas un lieu où on crée du lien. Et donc, ils se réunissent dans le respect des règles sanitaires, évidemment, et c'est très important de le souligner parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'avoir un comportement irresponsable et d'aller faire n'importe quoi, mais de retrouver de la joie. Enfin, voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que sans lien social, sans se rencontrer, on se délite complètement. Et donc là, l'idée, c'est d'abord d'aller retrouver de la joie de se retrouver, de discuter, et puis effectivement, après, d'organiser une contestation plus large
parce qu'on est complètement ignoré. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous en France, mais j'ai quand même l'impression que de temps en temps, Macron, dans ses déclarations, il cite le mot culture. Oui. Chez nous, c'est juste absent. Ah oui, à ce point-là. Complètement, on D'accord. est mais complètement ignoré. Oui. Et donc, vous, Adeline Dieudonné, vous-même, vous pourriez vous impliquer personnellement en occupant un théâtre ? Charline, je suis en train de réfléchir là depuis tout à l'heure parce que ça me travaille, parce que je culpabilise déjà de ne pas être en Belgique avec les gens qui sont au Théâtre National. Ouais, je suis en train de me dire, ici, on est dans un théâtre et donc là, on est en train de parler de façon très bourgeoise. Mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'occuper ce théâtre là maintenant et de vraiment dénoncer la réforme de l'assurance chômage, de soutenir les intermittents, de réclamer l'année blanche. Ah oui. Enfin voilà, pourquoi est-ce que là maintenant, nous, on n'occupe pas ce théâtre? Alors, je vous avoue qu'on n'a pas envisagé d'aller jusque-là, on le jouait juste. Enfin, vous êtes sérieuse là donc. Ouais, Adeline, elle a raison. Mais vous réclameriez quoi au juste? Plus de soutien de la part du gouvernement, plus d'empathie. Plus d'alcool. Non, Aymeric, s'il te plaît, donc, quand même. Vous avez un mégaphone, Charline? Oui. Vous avez un mégaphone? Oui. Bah oui, alors passez-le moi. On va lancer l'opération de ce théâtre. Je l'occuperai avec vous, moi, pas de problème, je suis pas du tout obligée de retourner en Belgique. Donc, allez tous avec moi pour l'occupation du théâtre. Alors, on est belge ou on n'est pas belge, Charline? Oui, on y va? Oui, allez. Ça va mal finir, hein. Ça va mal finir. Vive l'occupation! Vive l'occupation! C'est pas un super slogan, ça, Aymeric. On trouve autre chose. Ouais. Ouais, vous pouvez prendre comme slogan libérer le théâtre parisien, il étouffe dans son 150 mètres carrés rue de Rivoli. T'es pénible, Guillaume, là, j'étais jamais content. Hein. Non, mais dites-nous, Adeline, on a le droit de l'occuper, ce théâtre? Non, mais Juliette, le principe d'une occupation, c'est on n'a pas le droit, on le fait, c'est ça. Mais oui, c'est vrai, c'est ça la lutte. Hein. Non, mais moi, la lutte, ça m'arrange pas trop, rapport à la peur. Juliette, on doit mener le combat à Stasième près la occupation. Bon, c'est plutôt à Stasième près la scène bourgeoise, hein, j'ai l'impression. Ouais, enfin, comptez pas sur moi parce que ça va mal finir. Bon, allez, il faut qu'on frappe un grand coup là. Faut qu'on fasse parler de nous. On fait un peu nique. Allez. Ouais, qui monte ses tototes? Quoi? Bah, faut montrer ses tototes comme Corinne Maziero à la fois au César. En plus, moi j'ai un feutre et je peux vous écrire dessus. Ah ouais, ok. Juliette, tiens. Voilà. Ah non, moi je peux pas, j'ai un body. En plus j'ai mes règles. Et puis moi j'ai peur, merde à la fin. Ah bah sinon on peut montrer les tototes de... Non, mais c'est sans moi, de toute façon c'est sans moi. Je l'ai dit, ça va mal finir. Camarades, pour occuper le théâtre, nous devons nous répartir des couchettes. Quoi? Parce qu'on va dormir ici? Bah ouais, Juliette, on entame une occupation, on va se battre nuit et jour. Ah, en plus on va se battre? Mais faut que je le dise comment? Mais moi j'ai peur, PUR. Mais non, Juliette, c'est une image, on entame un bras de fer. Bah oui, ça se saurait si les artistes ils se battaient pour autre chose que pour faire la couverture de JQ. Guillaume, je vous l'ai déjà dit ou pas que ça va mal finir? Mais vous avez des sacs de couchage au moins? Bah pas besoin, Juliette, on dort même le sol. Mais oui, on peut sentir les ondes des plus grands, Jouvet, Vité, Chéreau. Bon, enfin, je ressens plus les ondes de Titoff et Laurent Ruquier là. Ou alors on monte sur scène et on couche tous ensemble. Moi c'est ça. Je le savais que ça allait mal finir. Bon bah allez, ok, on y va. Alors, vous restez avec nous ce soir, à Adeline Dieudonné, on dort tous ici et puis voilà, et puis Stasième près, vienne que pourra. Merci beaucoup Adeline Dieudonné. Je rappelle que votre roman s'intitule Kérosène, il est paru chez l'Iconoclaste. Et puis il y a aussi le Baïla, la petite Louve, les histoires d'Oli avec France Inter. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Même merci de m'avoir reçu. Mais avec joie. Allez, tous les amis, je vous dis à demain, sauf Guillaume qui sera au téléphone sonne à 19h. Ne le ratez pas. Allez, vous filez à la maison de la radio, là. Hop. Je vous dis à demain pour un Parjupidémie. Et n'oubliez pas, demain, c'est le dernier jour d'école. Après, c'est l'école à la maison. Et pourquoi faire? Pour faire chier les mômes. Interruption spéciale. MMA vous accompagne pour ajuster vos garanties. Zéro tracas. Et zéro blabla. Envoyez la pub. Et si on vous disait que vous pouviez remplacer facilement votre